À la rentrée, le sport reprend. Avec les services gagnants, 15-0, les coups droits longs de ligne, 30-0, les smashs 50-0. et les lobes un peu trop lobés. Y'a faute. Même pas vrai. C'est la rentrée sur tous les terrains avec Decathlon. Cette semaine, pour tout achat de chaussures de tennis TS 160 Junior à 19 €, le lot de paires de chaussettes est à seulement 1 €. Chaussettes RS 160 d'une valeur initiale de 3,50 €. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, je suis en direct d'Helsinki après un passage éclair à Paris. J'ai été quelques jours, j'ai récupéré ma maman et maintenant on est en quarantaine en quatorzaine à Helsinki dans un studio qui n'est pas mon studio, mais j'ai un micro donc un petit peu différent dont je parle, que j'ai utilisé j'ai rapproché tout près de ma bouche pour avoir le son que je veux. J'espère que ça vous conviendra, mais même si ça ne vous convient pas, eh ben, on a deux intervenants de talent et de renom pour vous aider à être plus à l'aise dans l'émission. À ma droite, allez, c'est Gaël. Comment ça va, Gaël ? Salut Patrick, ça va très bien et toi ? Très bien, très bien. Les vacances se terminent, elles ont été productives, intéressantes ? Écoute, j'ai bougé, donc ça fait du bien effectivement de bouger un peu. Moi, je suis restée en France, mais ça fait du bien de faire des vacances en France. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc écoute, voilà, et c'est reparti pour la rentrée. Très bien, très bien. Je suis fier de toi. J'ai dit à ma droite, donc maintenant c'est à ma gauche, Christophe Kamikaze. Comment ça va, Christophe ? Ben écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Passer de bonnes vacances aussi. Pareil, pas bouger, mais rester, on a profité de la côte, nous, puisqu'on n'est pas loin de la mer. Je suis un petit peu jaloux parce que moi j'ai la mer à côté aussi, mais c'est pas tout à fait la même mer, on va dire, hein, en Finlande. Bon, on a un gros programme aujourd'hui. On va continuer l'histoire de Apple contre Epic contre Apple. On a également des sujets sur les méfaits de Slack et de Microsoft Teams qui commencent à se faire jour. On a plein de petites news supplémentaires avec les suites du procès des États-Unis, enfin les suites du ban des États-Unis contre TikTok, des sujets un petit peu politiques, les méfaits de Facebook, plein d'autres sujets hyper intéressants. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Vous le savez, sur Patreon, il y a aujourd'hui spécifiquement Sussex Mouette, Philippe Cazenave, dont le nom me reste toujours le nom de Philippe, qui est dentaire et qui fait du dentaire 3D. Donc, je ne sais pas pourquoi ça me marque. Il faudrait peut-être que je lui demande si on peut faire un épisode spécial sur le sujet de la tech dans le travail de dentaire. Bourracho, Alain Caro, Izzy Dams, Quentin Verduzen, Laurent Huchet, Adrien Léronas, Jocelyne Louis et Malcose. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous que l'émission existe. On en reparlera dans un moment. On a un programme, que je le disais, un petit peu chargé, avec beaucoup de choses qui se passent du côté d'Epic et Apple. Et la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté mon épisode solo, j'ai commencé à étudier la possibilité d'écrire certaines parties de mes news. Et je me suis dit que ce n'était pas forcément adapté pour toutes les news. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont fait la remarque qu'ils n'avaient pas forcément senti que certaines étaient écrites. Donc, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que j'arrive à le lire de manière très naturelle. Et puis d'ailleurs, merci pour les remarques sur le fait que le son n'était pas mauvais dans les épisodes précédents. J'apprécie beaucoup. Moi, je suis toujours un petit peu stressé par la question de la qualité. On n'arrive pas toujours à faire au mieux parce qu'on a un panel avec des gens de plein de pays différents souvent. Mais on fait toujours au mieux. Donc, merci pour les remarques gentilles que vous m'avez fait. Mais donc, je me suis dit que un essai d'un truc que je vais faire maintenant, c'est un monologue. Vous savez, Gaël et Christophe, dans les talk shows américains, au début, les late night shows, il y a un monologue que fait l'animateur pendant 5 minutes pour parler des trucs qui se passent. Vous connaissez ça ou pas ? Oui, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est exactement ça, ouais, effectivement. Donc, On voit la référence. show. Ouais, et ben écoute, c'est le Not Patrick Show. Ça va être la même chose, sauf que pour l'introduction de l'émission,
Sauf que ça sera moins drôle, mais j'espère plus intéressant. En tout cas, c'est le but. On va voir ce que ça donne. Comme toujours, j'essaye des trucs un petit peu nouveaux et on voit, on évolue, on fait avancer les choses. Mais donc, le combat entre Epic et Apple nécessite bien un petit résumé et puis une petite explication. Parfois, vous savez, il y a des sujets, je fais très long, mais il y a des sujets sur lesquels je pense qu'il est important de bien résumer les choses avant de lancer les conversations. Et parfois, les gens me disent « Ah, mais du coup, Patrick, tu parles beaucoup. » C'est vrai, je parle souvent beaucoup, comme vous l'entendez maintenant. Mais c'est aussi en partie parce que je pense qu'il est important de bien expliquer les choses pour que tout le monde comprenne, parce que tout le monde ne suit pas autant l'ActuTech. Et le but de cette émission, c'est évidemment de résumer l'ActuTech pour tout le monde. Donc, j'en viens à mon monologue. Je vais vous lire ça, vous me direz ce que vous en pensez. Monologue Epic v Apple, résumé des épisodes précédents. Epic Games, développeur du célèbre Fortnite, a glissé une mise à jour dans son jeu sur iOS pour autoriser les achats par le système de paiement d'Epic en plus de celui d'Apple pour éviter les 30% de commission de l'App Store. C'était il y a 2 ou 3 semaines. La pratique est évidemment interdite par les contrats de l'App Store et la réponse d'Apple n'a pas tardé, avec un retrait immédiat du jeu et donc des mises à jour et de la disponibilité à venir pour les nouveaux joueurs. Et même pour les anciens joueurs, et une suspension du compte de développeur d'Epic qui ne peut du coup plus opérer son moteur de jeu Unreal, qui est un petit peu différent, mais qui est utilisé par de nombreux autres développeurs. Epic, qui savait bien ce qui allait se produire, a tout de suite lancé une campagne de communication basée sur un court-métrage parodique de la pub 1984 d'Apple, qui est très célèbre. Ce court-métrage a été diffusé en jeu et ils ont utilisé le hashtag #FreeFortnite qu'ils encouragent leurs joueurs à utiliser sur les réseaux sociaux. Oui, et bien sûr, ils ont accessoirement lancé un procès à Apple pour pratiques anticompétitives et monopolistiques. Ils ont aussi fait un procès à Google, mais c'est un petit peu une autre histoire. Les derniers développements, c'est quoi ? Premièrement, Apple a produit plusieurs mails dans lesquels Tim Sweeney, le président d'Epic et donc le développeur de Fortnite, demande des side letters à Apple. C'est quoi ces side letters ? C'est des ajouts au contrat qui autoriseraient Epic à payer moins que les autres et leur donneraient le droit d'opérer leur propre store sur iOS. Tim Sweeney mentionne en passant qu'il espérerait que les autres développeurs bénéficieraient de ces droits aussi, mais ça semble pas vraiment être le focus de leur demande, et c'est un peu le smoking gun, si vous me permettez cet anglicisme, pour une société qui dit vouloir se battre pour tout l'écosystème et pas uniquement pour leurs propres bénéfices. Deuxième étape, Epic ne baisse pas les bras dans sa stratégie de communication. Ils ont tenu un tournoi dimanche dernier où les joueurs pouvaient gagner des prix anti-Apple et ils encouragent toujours les joueurs à utiliser le hashtag #FreeFortnite. Troisième étape, Apple s'est pris les pieds dans le tapis de l'opinion publique avec Automatic, le développeur du système de blog WordPress, leur demandant d'ajouter un système de paiement à leur app gratuite parce qu'ils mentionnaient quelque part leurs abonnements premium. Après discussion et mini-scandale sur les réseaux sociaux, Automatic a retiré les mentions du service premium et Apple s'est, fait rarissime, excusé publiquement avant de dire que tout était rentré dans l'ordre pour l'app. Et on arrive au truc juteux, le quatrième dernier développement, le procès, ou plutôt le début du procès. La juge Yvonne Gonzalez-Rogers, qui, à la lecture des minutes informelles de l'audience, semble bien maîtriser son sujet, a décidé d'ordonner le rétablissement du compte développeur d'Epic Games, donc pour le moteur de jeu Unreal Engine, mais pas d'imposer le retour de Fortnite dans l'App Store. Selon elle, Epic savait ce qu'il faisait et sont responsables de la réponse mécanique d'Apple sur le jeu. Elle les invite à retirer le moyen de paiement ajouté en douce et à laisser le procès suivre son cours. Sur le compte de développeurs pour l'Unreal Engine, par contre, elle estime qu'il s'agit d'une réponse punitive disproportionnée d'Apple qui affecte des tiers qui, je cite ce que disait la juge dans une version du procès que j'imaginais dans ma tête, ces tiers donc n'ont rien demandé et aimeraient bien continuer de bosser pendant qu'une société qui vaut des milliards tape à coups de poisson une société qui vaut des billions. Voilà pour le résumé. Donc en gros, le compte de développeur de Epic va être rétabli par Apple certainement, en tout cas c'est la décision de justice d'hier, mais par contre Fortnite, Apple n'est pas obligé de le remettre dans l'App Store. Donc j'ai
résumé en gros, je me tourne peut-être vers Christophe, qui est un joueur assidu. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, toi ? Est-ce que le jugement te paraît juste ? Alors, c'est une décision en amont du procès. Mais alors ça me paraît judicieux comme jugement, parce qu'effectivement, il y a Fortnite d'un côté, qui est vraiment le fer de lance sur lequel Epic a lancé la bataille, on va dire. Mais Unreal Engine, en fait, c'est vraiment plus le dommage collatéral. Il faut pas oublier qu'en fait, c'est un moteur de rendu 3D. Il sert beaucoup pour le jeu, et pas que le jeu pour Epic, hein, pour le jeu de tous les autres distributeurs, éditeurs et Il y a développeurs plein de de jeux. développeurs qui utilisent cet outil pour développer leur jeu, en fait. Ouais. Oui, mais il y a aussi des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'applications professionnelles qui se basent aussi sur ces moteurs de rendu 3D pour développer leurs solutions. Mm. Et ça, c'est une autre population, évidemment. Mais il y a eu, moi j'ai vu des entreprises qui ont commencé à se soucier de ça en disant, nous on est éditeur d'une solution professionnelle qui utilise le moteur d'Epic, donc le Unreal Engine, mais on commence à se poser la question de changer vers autre chose. Et à côté, Moi, il y a Unity qui est en train de faire une IPO aussi qui est plutôt pas mal. Donc, pour en Unity, revenir c'est un autre moteur de développement Ah. qui est effectivement comme Unreal, et il y en a un troisième, je crois, qui permet de développer sur plein de plateformes différentes, y compris les plateformes mobiles comme iOS. Effectivement, si Unreal a des problèmes, les gens de Unity qui sont en train de passer en bourse, c'est pas s'ils se frottent les mains parce que ça va pas durer, mais ils doivent se dire il y a une opportunité, quoi. Moi, je vois deux choses en fait. Il y a la manière de faire d'Epic qui est très violente, en fait, qui est très indicative, hein, et la façon de communiquer, tu l'as très bien dit. Et il y a le vrai sujet de fond qui est cette partie de commission, on va dire, et la vraie volonté d'Epic qui se cache derrière, qui est à mon avis plutôt pas tant le fait d'avoir une réduction et pas les 30% qui s'appliquent pour les achats in-app, mais plutôt la capacité à pouvoir amener un propre store à eux sur les téléphones pour pouvoir faire un store de jeux comme il pourrait l'avoir l'Epic Game Store sur le PC. C'est sans doute le endgame, en effet. Tu poses la question des 30% de commission. Il y a sur la question qui se pose maintenant encore plus depuis cette action d'Epic, c'est est-ce que les 30% sont justifiés ? Et c'est difficile à dire, parce qu'il y a quand même des frais dans le fait d'opérer l'App Store. Il y a la question d'avoir innové pour Apple avec cet App Store. Ça n'existait pas avant cette idée de ce moyen de distribution sécurisé. Mais est-ce que ça vaut 30% ? Financièrement, je crois que c'est difficile à déterminer sans des études beaucoup plus approfondies, mais Gaël, peut-être que je vais te poser la question. L'App Store existe depuis 10 ans. C'est un peu ce dont je parlais dans l'épisode précédent, mais est-ce que, à ton avis, ça vaut encore 30% ? Est-ce que c'est à un juge ou à d'autres sociétés de décider si ça vaut 30% ? Est-ce que si Apple, on considère qu'ils ont le monopole sur la distribution de programmes sur iOS, ils devraient être plus flexibles ? Sur les principes philosophiques du truc, est-ce que tu as un avis ou est-ce que c'est juste des grosses sociétés qui se tapent dessus à coups de poisson ? Non, forcément, c'est pas que des grosses sociétés qui se tapent dessus, parce que ça va influencer les choses pour les autres. Et effectivement, après, c'est pas à moi de déterminer ou à un juge de déterminer le pourcentage d'un store, effectivement. Et il se trouve que oui, ça paraît énorme, 30%, parce que c'est déjà à la base la marge d'un produit de base. Économiquement parlant, en général, la moyenne, c'est ça. Donc si Apple prend 30% en plus d'un produit, effectivement, c'est beaucoup. Quand tu penses notamment à tous les petits, si tu dois rajouter 30% à donner à Apple, c'est effectivement, c'est pour ça que tout le monde parle souvent de racket, mais c'est la même chose sur Android, hein. Donc Apple ou Google, c'est à peu près les mêmes marges. La problématique, c'est pas J'irais tellement ça. même plus loin, c'est les mêmes marges sur toutes les plateformes. On parle aussi de PlayStation, de Xbox, tu vois, Steam, contre lequel... mais à la limite, la problématique, elle n'est pas tellement sur le tarif, même si effectivement ça peut paraître très cher. La problématique, elle est sur le monopole, et c'est le fait qu'on puisse absolument pas télécharger une app sur un device Apple autrement que par le store, ce qui n'est pas le cas sur Android. Elle est là, la différence. Et la différence, elle est sur le monopole, et de dire je vous interdis à tous de télécharger autre chose que au travers de mon store.
Et c'est là où, à mon avis, il faut qu'un juge, effectivement, juge sur ce côté monopolistique. Et effectivement, il n'y a qu'un gros comme Epic qui peut aller taper sur un autre gros comme Apple. Après, si après tout ça, ils n'y arrivent pas et que ça ne fait pas bouger les lignes, j'ai envie de dire, ça bougera Personne jamais. ne peut y arriver. Ouais. Ouais. Christophe, je te pose une question spécifique sur la question de la possibilité, toi tu es développeur, moi de mon point de vue, je ne suis pas formellement développeur, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une valeur à la politique stricte d'Apple, une valeur de sécurité, de confort d'utilisation, etc. Est-ce que tu penses que ça serait possible à maintenir s'ils permettaient à n'importe qui d'installer n'importe quelle app à Epic par exemple, et s'ils autorisent pour Epic, ils doivent l'autoriser pour tout le monde, d'utiliser leurs propres App Store? Est-ce que ça nuirait à l'intégrité de l'écosystème iOS? Alors, l'écosystème iOS en général, ça dépend. Alors, sur un point de vue, il y a deux choses sur le store. Il y a la validation technique et il y a la validation éditoriale du contenu aussi que fait Apple. Sur la partie technique, il y a des moyens, c'est-à-dire que les plateformes sont assez sécurisées avec les gestions des autorisations, avec le fait que les applications sont isolées les unes des autres, pour que quand tu installes une application, par quelque moyen que ce soit, le store ou pas le store, tu garantis quand même un certain niveau de sécurité, on va dire, de tes données. Donc c'est pas parce que tu passes pas par le store, par exemple, que ton application pourra accéder à toutes tes données. Dans tous les cas, tu auras quand même besoin de demander l'autorisation de l'utilisateur avec les systèmes d'autorisation intégrés aux plateformes pour valider le fait que tu autorises l'accès au calendrier, aux photos, des choses comme ça. Ça, c'est intégré à la plateforme, donc indépendamment du store. Là où ça devient plus, on va dire, validation éditoriale, c'est est-ce que une application en particulier qui propose, je sais pas, on va prendre un exemple typique, mais une to-do list a besoin d'accéder à tes contacts. C'est là où Apple fait un travail, on va dire plutôt de nettoyage des applications qui potentiellement pourraient être suspicieuses en termes d'autorisation d'accès à tes données, des choses comme ça. Donc je pense pas. Ouais. Vas-y, pardon. Non, je pense pas que ça soit un enjeu de sécurité. Par contre, s'il y a effectivement des stores alternatifs qui se montraient il y en a sur Android, hein, par contre, toute la question à se poser, c'est est-ce que les applications qu'il y a dessus seront risquées ou pas, dans le sens où elles iront demander plus d'autorisation que nécessaire et récupérer plus de tes données. C'est-à-dire que l'une des craintes, ça serait que Apple, ne pouvant pas, parce que ça serait le principe du truc, n'allant pas contrôler la disponibilité des applications de l'Epic Game Store sur iOS, si Epic pouvait installer son Game Store sur iOS, par quelque moyen que ce soit, hein, qu'on passe par l'App Store à la base ou en entre guillemets sideloadant, ou etc. Après, Apple n'irait pas voir ce qui se passe sur l'Epic Game Store et que font les applications sur l'Epic Game Store. Et donc, il pourrait y avoir une sorte de, d'expérience utilisateur amoindrie, peut-être même dans une certaine mesure de sécurité amoindrie. Mais on pourrait toujours, si on fantasme, hein, si on se dit comment ça pourrait fonctionner, on pourrait imaginer des App Store installables à partir de l'App Store. Donc, on va dans l'App Store, on cherche Epic Game Store et on installe l'Epic Game Store pour que ça soit simple à faire et qu'on n'ait pas besoin de vraiment sideloader. On installe l'Epic Game Store sur son appareil iOS. Mais on sait bien que Apple nous dit, si vous voulez le plus grand niveau de sécurité, ne vous emmerdez pas à installer d'autres stores, vous installez uniquement vous vous contentez de notre App Store et là, vous êtes le plus tranquille possible. Mais même là, tu sais, je me dis, du coup, c'est un petit peu compliqué à gérer c'est compliqué à gérer la réaction des utilisateurs, parce qu'on sait bien que Apple se bat, entre guillemets, contre les mauvaises tendances de ses utilisateurs. On peut imaginer Dieu sait combien de développeurs qui développeraient leur propre store ou des applications sur des stores alternatifs sur lesquels Apple a moins de visibilité. Et les gens vont pas... tu vois, en théorie, oui, tu te limites à l'App Store, mais quand tu as une page web qui te dit installer telle app ou sur tel App Store pour avoir vos jeux moins chers ou Dieu sait quelle sorte de truc, on se rappelle que l'une des premières motivations pour Apple de contrôler les apps sur son store, c'était par exemple de réduire le nombre d'apps de paix. Vous vous souvenez de ça ? Au lancement de l'App Store, il y avait des apps de paix, des apps de briquet, des apps de... Vous vous souvenez de tout ça ? Ils ont nettoyé, quoi.
Oui, mais Ouais. est-ce que ça justifie 30% de marge, enfin de cut sur tous les achats voilà. Après, tu peux demander, dire, Ah je ouais. fais un forfait de départ parce que je suis obligé de sécuriser et de m'assurer que votre appli est bien sécurisée et correspond aux problématiques, comme l'évoquait Christophe, ça ne prend pas les listes de contacts quand c'est une to-do list. Effectivement, ça a une valeur et donner, payer pour ça un store, moi je trouve ça très bien, hein, mais effectivement, Mais est-ce que c'est 30%? Ouais. C'est marrant est-ce que c'est parce 30 que sur tous les achats? Mais Teams, c'est surtout que, enfin, Fortnite, il est gratuit quand même sur les stores. Les 30%, tu les prends sur, enfin, la commission là qu'ils prennent, c'est sur l'achat de monnaie virtuelle au sein de l'application quand même. bien sûr. Donc Oui, sur là, tout ce qui est in-app. oui, mais du coup, In-app. sur toutes les apps, on est Mmh. d'accord. Mais là, dans ce contexte-là bien particulier, enfin, je vois pas quelle est la valeur ajoutée de ces 30% sur le store d'Apple en fait, parce que ils font pas de validation, tu Ah achètes bah de la monnaie l'idée, virtuelle en fait. non, mais l'idée c'est que Epic voudrait que les joueurs sur la plateforme iOS n'aient pas à payer les 30% quand ils achètent de la monnaie virtuelle en jeu par leur appareil iOS. Ils pourraient tout à fait aller sur leur PC, lancer le même jeu que celui qu'ils ont sur iOS, acheter leur monnaie sur le jeu sur PC et puis revenir la dépenser sur le jeu sur iOS. Tu vois, c'est uniquement quand tu fais l'acte d'achat sur iOS que Apple veut avoir ses 30%. Mais Oui, bien sûr. Oui, mais c'est comme ça que fonctionne Spotify d'ailleurs, hein. C'est pareil. Enfin, oui, tout à fait, oui. l'abonnement n'est pas disponible en achat in-app et ils n'ont pas le droit d'en parler. Par contre, il faut que tu passes par leur site pour t'abonner en premium. Mm. Ouais, tout à fait. Cette question des 30% est aussi centrale que la question du monopole, et les deux sont un petit peu liés, mais c'est marrant parce que le 30%, c'est un petit peu universel sur toutes les plateformes, et Tim Sweeney disait par exemple, sur console, il y a beaucoup de recherche et développement, et les consoles sont vendues à perte, et ils refont leur argent sur les transactions dans leur store, et sur les commissions qu'ils prennent sur les jeux, pas que sur les stores, mais les jeux en physique aussi. C'est pas faux, et c'est vrai qu'Apple se fait de l'argent sur ses ventes de matériel également. Ils font de la grosse marge sur la vente de matériel, mais ils ont beaucoup de recherche et développement aussi. Ils ont beaucoup de frais derrière. Et puis, Tim Sweeney oublie très habilement Nintendo. Nintendo a toujours fait de l'argent sur toutes les consoles qu'ils ont vendues. Et pourtant, ils ont aussi les 30% qui sont prélevés sur les achats sur leur plateforme, et Epic a Fortnite sur Nintendo, donc sur Nintendo Switch. Donc bon, malgré ce que certains percevront peut-être comme une défense passionnée d'Apple, j'ai pas forcément de réponse. J'ai plutôt une tendance à dire, il est important, comme je le disais la semaine dernière, qu'il y ait une plateforme qui soit très contrôlée parce que c'est un choix pour les utilisateurs. Je pense que c'est bien d'avoir d'un côté Android, de l'autre côté Windows et du troisième côté Apple qui est beaucoup plus contrôlé. Mais je suis pas violemment contre l'idée d'essayer de trouver des systèmes pour adoucir l'accès aux apps ou peut-être réduire les commissions d'une manière ou d'une autre. Mais bon, on verra. Je crois que je m'en remets à la sagesse des tribunaux et on verra avec ce procès qui va prendre sans doute très longtemps. Il commencera a priori, dans 6 à 10 mois et il risque de prendre très longtemps. Et puis, il va y avoir des appels et ça risque de monter encore plus haut. Mais ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que la juge qui a jugé donc cette motion préliminaire, euh, c'est la juge Yvonne Gonzalez-Rogers. Je pense qu'elle a vu assez clair dans le jeu de ces deux boîtes. Elle a dit, vous pouvez mener votre combat de manière complètement ouverte dans les tribunaux, mais d'une part, on n'a pas besoin de faire le théâtre que fait Epic pour ça. Bon, ils ont d'autres raisons pour rallier l'opinion publique, ça peut se comprendre. Puis d'autre part, on n'a pas besoin d'être punitif comme l'a fait Apple en bannissant complètement tout Epic, qui est d'ailleurs une autre société, et leur compte développeur. Je me demande si Apple n'a pas fait ça en se disant, bon, bah, comme ça, ils peuvent nous taper sur le doigt en nous disant de rétablir le compte développeur, mais ça rend plus facile l'idée de dire, on va laisser le bannissement autorisé, le blocage sur Fortnite autorisé. Mais je trouve que la juge a bien compris le petit jeu des deux sociétés, quoi. Donc, j'espère que ça continuera de cette manière. Moi, je verrais bien un truc, je verrais bien Epic, ça serait un bon move de leur part de faire un partenariat avec des constructeurs de téléphones typés gaming, tu vois, genre les Razer ou les Asus ROG, et de sortir un Epic Phone avec leur store intégré et brandé peut-être Fortnite. Alors C'est ça, le vrai. problème, c'est que c'est des marchés de niche complets.
Et ils ont fait un partenariat, je ne me souviens plus avec quel constructeur, mais ils ont fait un partenariat. Et c'était un téléphone sous Android. Et l'une des causes de leur procès contre Google est de dire que Google a fait pression sur ce constructeur pour annuler ce partenariat. Et pour ne pas avoir, je crois que c'était Fortnite installé par défaut sur le téléphone. Et Google a fait pression sur le développeur pour casser le contrat. Donc tu vois, même chez Google, il y a quand même des moyens de pression aussi dont ils se plaignent. Ce qui est évidemment ce qu'on peut comprendre, quoi. Mais Mais là, c'est plus discutable, vraiment. Là, on est d'accord. tu, Ouais. tu vois, les Facebook et Amazon, ils l'ont fait. Ils ont sorti des téléphones sur base Android avec leur propre écosystème et leur propre store. Bien sûr. Avec Et on voit ce qu'ils sont devenus. Tu sais, J'en ai bien d'accord. c'est là qu'on peut se dire, effectivement, même si la question du monopole est compliquée à gérer sur la question théorique, dans la pratique, on se rend bien compte que, effectivement, Apple, j'avais vu des chiffres très intéressants sur les parts de marché d'Apple quand on prenait pas le nombre de téléphones, mais l'argent dépensé et par catégorie d'âge. Et c'est vrai que quand on prend la part de marché de quantité d'argent dépensé chez les moins de 18 ans, ils ont genre 80% de part de marché. Et c'est peut-être utile de voir les choses de cette manière, c'est possible. Mais bon. Tu voulais ajouter quelque chose, Gaël, avant qu'on avance? Je crois que je t'avais interrompu. Non, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Attendons la suite du procès. D'accord, très bien. Alors, oui, l'article très intéressant, c'était Benedict Evans sur son blog, où il disait nombre de téléphones, enfin, part de marché des téléphones aux États-Unis, 20%. Attendez, oui, c'est ça. Dans l'ensemble, base installée, 25%. Aux États-Unis, ils ont 60-70% quand même d'installés. Part de marché des ventes sur App Store, 75%. Part de marché des ventes sur App Store pour les adolescents, 80%. Donc, bon, quand on voit les choses comme ça change peut-être la manière de penser au problème. Mais en même temps, s'ils ont tellement de succès sur les App Store, c'est peut-être aussi parce qu'ils contrôlent tellement. Compliqué cette histoire. À faire un procès palpitant. Bon, un autre truc palpitant qui commence à se faire jour, c'est l'utilisation de Slack et de Microsoft Teams dans le contexte du virus, évidemment, de la pandémie. On en parlait déjà quand on a commencé à se confiner et on disait « Ah, ça a beaucoup d'avantages » et peut-être qu'à terme, on verra si ça n'a pas aussi des inconvénients. Et c'est marrant, il y a plusieurs articles qui ont été publiés, je crois en même temps quasiment, ces dernières semaines dans le Wall Street Journal et dans OneZero, qui est une publication sur Medium, expliquant à quel point ça peut poser des problèmes. Je fais un petit peu un parallèle avec les changements qu'a apporté Facebook et les réseaux sociaux au monde. Et là, c'est une diffusion de toute la parole à l'ensemble de l'entreprise par Slack ou Teams. Et ça peut mener à du harassement, à des messages qui sont mal interprétés. Vous savez qu'à l'écrit, on n'a pas toutes les indications visuelles, physiques qu'on peut avoir quand on est en face de quelqu'un. Donc ça peut être mal interprété et du coup, ça part dans des engueulades alors que ça ne devrait pas. La communication non verbale. Exactement, et on n'en a pas du tout, beaucoup moins, sur ces appareils-là. Ça peut amener donc du harcèlement. Les avocats, il y a des avocats qui ont vu une augmentation du nombre de requêtes, enfin de signalisation de harcèlement au sein des entreprises, parce que visiblement le harcèlement est plus diffusé, un petit peu comme Facebook. Quand on parlait à un groupe à la machine à café, là on parle à toute la boîte. Mais d'un autre côté, ce qu'on note particulièrement aux États-Unis, parce qu'ils ont moins d'organisations syndicales, c'est que ça aide à justement aux actions collectives au sein des entreprises. Ça aide les gens à s'organiser parce qu'ils parlent plus à l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est le côté peut-être un petit peu positif. Dans l'ensemble, les articles ne disent pas Slack et Teams, c'est horrible pour le travail. Mais ce qu'ils disent, c'est que ça amène ces nouvelles problématiques auxquelles comme on le pensait, il y aurait des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et là, on les constate, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des
des expériences similaires dans vos cadres de travail avec du harcèlement et non, je vais pas vous pousser à dénoncer vos employeurs, mais c'est vrai que ça peut modifier la manière dont on envisage les relations de travail et mener à des choses plus difficiles à gérer, quoi. Je sais pas si Gaël, par exemple, est-ce que tu as une opinion sur la chose? J'ai travaillé dans des grosses boîtes américaines et dans toutes celles dans lesquelles j'ai travaillé, effectivement, on utilisait ces outils-là depuis le début, ces espaces de collaboration où tu écris. Et effectivement, ça amène des vrais conflits de groupe. Moi, j'ai vu même carrément des conflits sur des espaces entre les équipes de commerciaux versus les équipes d'ingénieurs versus les. Enfin bon, il y avait les Ça parents n'arrive jamais. qui n'ont pas d'enfants. Enfin, ça amène des trucs surréalistes. Hein. Mais attends, t'as vu des conflits entre ceux qui ont des parents, ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, dans la société, c'était de savoir si on pouvait amener son enfant au bureau ou pas. Donc, ça a créé des histoires pas possibles sur les conditions d'hygiène d'amener son enfant ou pas. Enfin bon, des discussions vraiment surréalistes. Mais ce qui est hallucinant, c'est que les gens oublient d'ailleurs que ça reste à l'écrit quand même. C'est pas parce que c'est un chat, c'est pas parce que c'est du temps réel, ça reste, c'est la même valeur qu'un email au final, parce que ça reste par écrit. Je veux dire que la trace reste, en fait. Ah bah, la trace reste, bien sûr. Ouais. Donc oui, ça crée ça. Et je pense qu'effectivement, comme maintenant tout le monde a expérimenté le télétravail et le fait du coup de n'utiliser que ça pour communiquer plutôt que de se lever et d'aller discuter avec son collaborateur à la machine à café, effectivement, ça a dû créer encore plus ces points-là en entreprise. Et ça va l'être de plus en plus. Après, comme tout changement, hein, il faut s'habituer. Avant, c'était le SMS et les SMS amènent des quiproquos. Maintenant, les workplaces, beaucoup en entreprise. Ce qui me frappe, moi, c'est vraiment le parallèle avec Facebook, où la communication qui pouvait être personnelle ou en petits groupes est élargie à tout le système qui est concerné par cette communication. On passe vraiment de la communication entre petits groupes au boulot à n'importe qui peut parler à toute l'entreprise. Et donc, forcément, tout est amplifié, quoi. Ouais, surtout que tu as des canaux thématiques en plus en général. Donc, selon les thématiques, tu peux effectivement parler de sujets très divers et puis ça peut partir très vite. Ouais, c'est sûr. Christophe, tu as... pour moi, c'est plutôt un problème qui doit être géré par le management et le management doit vraiment apprendre à le gérer et c'est une nouvelle, skill, une nouvelle compétence à acquérir pour le management. Et donc, si vous faites partie du management de votre boîte, commencez à vous y intéresser maintenant, avant que les histoires sortent dans le public, genre question de harcèlement. Mais je sais pas, Christophe, toi, tu as... Alors justement, oui, non, je suis en plein dans le sujet, tu vois. Donc, une équipe tech qui passe du jour au lendemain en full télétravail, on avait déjà des outils qui le permettaient, Teams en l'occurrence, hein, mais peu importe à la rigueur. On n'est pas tant confronté aux problématiques de harcèlement ou de messages à grande diffusion, mais plutôt à la perte du contact humain, tu vois, de se sentir impliqué dans une équipe, des choses comme ça. C'est là plutôt qu'on va regarder à garder ça. Et même si les outils sont quand même intéressants, même si tu peux mettre la caméra, la vidéo, ça aide quand même pour tout ce qui va être communication verbale. Les mains, tu vois, je parle beaucoup avec les mains, mais tu le vois pas. Pourtant, ça contribue à mon dialogue, au message que je porte. C'est important moi de le mettre. aussi, hein. Le jour où on aura de la vidéo sur les podcasts, les gens vont se rendre compte que je suis un vrai Italien. Moi, je parle. Ça m'aide beaucoup à parler et je me rends compte que personne ne le voit, donc j'ai l'air un peu con. Mais pardon, continue. C'est pour ça que tu te lances sur YouTube. C'est ça, exactement. Oui, donc tout ça, c'est important. Mais on a quand même besoin de reprendre contact. Donc, nous, dans notre cas, on a quand même repris contact sur une journée ou deux pour se rassembler, en respectant toutes les mesures sanitaires. Et même si tu vois, au début, les gens avaient pris l'habitude du télétravail et du confort d'être dans sa bulle chez soi, et avaient une crainte, en fait, de revenir et affronter les transports, revenir au bureau, comment ça va se passer, etc. Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est parti. Le fait de se retrouver, en fait, ça a créé un élan. Et puis, en fait, les gens se rendent compte qu'il y avait aussi un intérêt. Et c'est important aussi de se dire ça et de le renouer. Donc on est très vigilant là-dessus. Et au même titre qu'on pourrait l'être sur les messages qui passent. Alors oui, tu vois, même si tu as des smileys ou comme ça, le message écrit, on sait très bien que tout ne passe pas dessus. Donc c'est très compliqué. Il y a une trace, évidemment. Moi,
je privilégie énormément les appels et les appels avec caméra quand c'est possible pour faire ça. Ou après, pour qu'il n'y ait pas de traces, en fait, c'est bien ce que je comprends. Hein. C'est exactement ça, t'as tout compris. Surtout que dans Teams, on peut enregistrer. Je te signale quand même. Hein. Bah, Teams, tu peux enregistrer. Oui. Tu peux enregistrer la vidéo, bon, ok. Dans ce cas-là, appel au téléphone. Ah, mais non, mais ma connexion Internet marche pas. Est-ce que tu peux m'appeler 06 truc je me rends compte que j'ai raté une occasion en or de faire une plaisanterie sur Tim Sweeney versus Tim Cook. Genre Team V-Team ou un truc comme ça. Je vais me la garder dans la poche pour les gens qui n'écoutent pas l'émission plus d'une demi-heure. Tu vois, là, on est à plus d'une demi-heure. Je vais me la garder dans la poche et la prochaine fois qu'il y aura un développement dans l'histoire, je vais appeler l'épisode Team V-Team ou un truc comme ça. Pardon, vous savez, Epic je pense Team Battle. Epic TIM Battle. Voilà. Epic Team Battle. Oh là là, bravo Christophe. De toute façon, oui, on va encore en entendre 30% parler. de commission sur les abonnements avec ce type. 30% de commission sur le titre trouvé, très bien. Ouais. Bon, bah écoutez, on a bien reçu le message par écrit et enregistré pour Slack et Teams, donc faites attention et préparez-vous. On va faire une petite pause. Alors, ne partez pas parce que j'ai des trucs hyper importants à vous annoncer. Il va y avoir plein de changements pour la rentrée en septembre. En fait, chaque semaine, il y a un truc qui va changer en septembre. Une nouveauté, un truc intéressant pour les auditeurs qui ne sont pas patriotes et pour les auditeurs qui sont patriotes. Et je vais vous teaser du coup la première semaine, les premières choses qui vont se passer. J'ai vraiment beaucoup travaillé pendant l'été à faire plein de trucs nouveaux et plein de trucs intéressants. Et je pense que ça va vous plaire, ça va ajouter à la vie de la communauté. Bref, première chose qui se passe en première semaine de septembre, on est passé récemment de Slack, justement, pour la communication des patriotes, des gens qui soutiennent l'émission, on est passé à Discord. Et donc, on se retrouve aujourd'hui sur Discord pour discuter de tout ce qui se passe dans la tech et dans le jeu vidéo. Et on va ouvrir une partie du Discord au public. C'est-à-dire qu'il y aura toute la partie où on parle des derniers épisodes, où on parle de ce dont on a parlé, de ce qu'on a dit, de ce que j'ai dit, etc. Et ben, elle va être ouverte au public. Et donc, tous les patriotes y auront accès, y compris ceux qui n'avaient pas accès au Slack jusqu'à maintenant. Et le public y aura accès aussi. Et ça arrive dès la semaine prochaine avec l'ouverture du Discord. Donc, vous pourrez venir participer à la communauté. Je me suis dit que c'était un bon moyen d'avoir une communauté active et cool. Et il y aura quand même la partie réservée à ceux qui ont un Discord qui sont patriotes à un certain niveau, qui avaient accès au Slack. Et il y aura une partie un peu plus privée, vous savez, club privé, calfeutré, tout ça, très confortable, où on est un petit peu plus entre nous, mais il y aura un accès au Discord public. Également, la semaine prochaine, il y a la newsletter qui va passer en hebdomadaire. C'est-à-dire que moi, vous savez, je fais une grosse veille, une énorme partie de mon travail, c'est de faire la veille. Et du coup, je vois énormément d'articles hyper intéressants, de vidéos intéressantes. Et je fais depuis quelque temps, je travaille à une newsletter pour les patriotes. Ben là, je vais avoir une newsletter hebdomadaire pour le public aussi, qui vous résumera les éléments importants de l'actualité, un petit peu comme dans l'émission. Parfois, il y aura des articles que vous retrouvez dans l'émission. Parfois, il y a des articles un petit peu trop longs ou un peu différents dont on n'a pas eu l'occasion de parler dans l'émission. C'est un petit peu un mix de tout ça. Et vous pouvez vous abonner dès maintenant, c'est très facile, hein, sur notepatrick.com, vous avez l'un des blocs qui est la newsletter. Vous pouvez vous y abonner très simplement. Donc, si vous voulez vous abonner, vous recevrez la newsletter hebdomadaire dès qu'elle sortira. Il y a déjà des gens qui sont abonnés parce qu'elle existait sous une autre forme. Mais si vous voulez vous abonner, le lien est dans les notes de l'émission et simplement sur notepatrick.com, ça marche même de mobile. Donc ça, c'est ce qui se passe la semaine prochaine. Il y a des trucs qui se passent les semaines suivantes. Il y a des trucs qui concernent le rendez-vous jeu, dont l'annonce va arriver dans le rendez-vous jeu de cette semaine. Les patriotes sont déjà au courant. Hein. Eux, ils savent, j'avais fait un édito là-dessus. Mais troisième semaine, il va y avoir des trucs encore plus WTF pour Patrick. Et quatrième semaine, il va y avoir, a priori, j'y travaille, il va y avoir une simplification du Patreon. Et pourquoi je fais ça dans cet ordre ? A priori, je pense que le niveau $2 va disparaître. Et le $2 donne accès au Slack. Alors bien sûr, ceux qui sont déjà abonnés, ils garderont accès. Enfin, je dis le Slack, mais c'est le Discord maintenant, avec la nouvelle formule. Ceux qui ont déjà accès auront toujours accès. Et
c'est pour simplifier l'offre, parce qu'elle est un petit peu trop compliquée, il y a trop de choses dans le Patreon, on s'y perd. Mais du coup, si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire maintenant pendant un mois jusqu'à ce que ça disparaisse. Je pense que je réorganiserai le Patreon à ce moment-là en fin de mois. Et justement, en parlant du Patreon, donc vous avez bien compris, il y a plein de choses qui se passent ce mois-ci, mais en parlant du Patreon, lui, il est toujours là. Si vous voulez vous abonner, c'est patreon.com/rdvtech, vous le savez, et évidemment, en plus de tous ces bonus cool que vous avez, des trucs améliorés par rapport aux bonus que les gens peuvent avoir dans le public, et vous avez la satisfaction de soutenir l'émission et de rendre possible l'émission. Ça, c'est évidemment hyper important. Et d'ailleurs, que vous soyez patriote ou pas, si vous appréciez l'émission, je vous encourage à aller mettre un petit commentaire sur iTunes. Ça serait super cool. Ça fait un moment que je ne l'ai pas demandé. iTunes, c'est l'un des moyens principaux de découverte des podcasts. Et donc, les nouveaux auditeurs, ils découvrent souvent en cherchant sur iTunes. Et quand ils voient des commentaires, évidemment, ça les aide à faire leur choix. Donc, si vous aimez bien l'émission, n'hésitez pas sur votre mobile tout de suite, si vous êtes sur iOS, à aller sur iTunes. Ou même sur... beaucoup d'entre vous sont sur Android, sur... Podcast Addict. Exactement. Vous pouvez laisser des commentaires là-bas aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça nous aide beaucoup. Merci et c'est à gratuit vous de tous. faire un commentaire. Et c'est gratuit de faire un commentaire, c'est vrai. Entre les deux, je préfère que vous abonniez au Patreon. Mais non, pardon, c'était en lien avec les pourcentages marge que prenait... Ah oui, il y a 0% de prix sur les commentaires, même chez Apple. Et ils sont quand même sympas. Merci, Tim. Bon... C'était un peu long, mais je voulais vous parler de cette rentrée de Patrick avec 4 semaines de plein de trucs nouveaux. Vraiment, ça va être très cool et moi, je suis très excité. Est-ce que le port du masque est obligatoire sur ton Discord ? Le port du masque est obligatoire partout. Absolument partout, y compris sur le Discord. Quoi d'autre alors, on passe aux news et aux rumeurs. TikTok a confirmé qu'ils allaient faire un procès aux États-Unis. Alors là, ils y vont à fond, un procès aux États-Unis, au gouvernement américain. Ils disent en fait que la décision de Donald Trump les a dépossédés de la possibilité d'avoir un due process. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le due process. C'est la procédure à laquelle a droit toute personne innocente avant d'être déclarée coupable, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a plein de trucs sur TikTok. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est les chiffres de TikTok. Justement, à cause de ce procès, ils ont livré différentes données et en les examinant, on a vu qu'ils avaient la progression du nombre d'utilisateurs. Et je sais qu'ils avaient progressé vite, mais ils avaient en janvier 2018 11,3 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En juin 2020, ils en avaient 91,9 millions. On parle, excusez-moi, c'est pas très impressionnant, on parle uniquement des États-Unis là. Uniquement aux États-Unis, 11,3 millions en janvier, 91,9 millions en juin 2020. Je parle de janvier 2018, 91,9 millions en juin 2020. Et ils ont maintenant plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis. Dans le monde entier, est-ce que je ne sais pas si vous regardez les notes, mais est-ce que vous avez une idée du chiffre, du nombre d'utilisateurs mensuels actifs ? Je me suis spoilé. 700 millions. 700, mais il doit y avoir sur les doigts d'une main le nombre de sociétés qui comptent des consommateurs, des clients, des utilisateurs mensuels actifs. À 700 millions, il y en a très très peu. Même Twitter, c'est pas le plus gros performant des réseaux sociaux, mais ils sont à 350 millions, quelque chose comme ça. Il y a, je sais pas, Facebook, bien sûr Google, Instagram, TikTok. Et peut-être quelques autres, mais dans les réseaux sociaux, il y en a... Facebook ? Pardon ? Est-ce que tu sais combien ils sont Facebook ? 2,5 milliards, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 2,7 là sur route. C'est une étape mais d'après. Facebook, c'est presque... ça compte presque pas, tu vois, ils sont dans une autre galaxie. Ce qui est impressionnant, c'est que Facebook, ils se sont lancés en 2006. TikTok, ils existent concrètement depuis 2018. Ils sont déjà à 700 millions. Enfin, je sais pas, moi, ce chiffre me fait exploser la tête, quoi. La courbe de croissance, c'est pas la même. C'est beaucoup plus rapide pour TikTok et pour Facebook. C'est clair. Et il y a des articles intéressants qui ont été écrits sur TikTok, justement, et sur le combat entre les États-Unis et TikTok. Et l'un des plus intéressants que j'ai lu, c'est celui de Tim Wu, du New York Times, qui a un argumentaire pour le ban
de TikTok et plus généralement pour que les États-Unis et sans doute le monde confrontent, qu'il est temps que les États-Unis et le monde confrontent le nationalisme asymétrique de la Chine. En ce sens que, évidemment, pour travailler en Chine, pour avoir du business en Chine, il est impossible de le faire sans avoir un allié local et le gouvernement chinois contrôle Internet et la production qui est liée de manière très étroite. Et donc, l'argument de Tim Wu, c'est que il est temps de se battre contre ça parce que ça a une implication sur le futur de l'Internet et de l'Internet ouvert. C'est un argumentaire qui est intéressant. Je ne souscris pas totalement à l'idée parce que je ne sais pas si ça s'applique exactement au ban sur TikTok, mais l'idée en elle-même était intéressante à lire, comme toujours, pour avoir le revers de la médaille et se faire un petit peu l'avocat du diable. C'était très intéressant à lire. Quoi d'autre le Sénat... Oui, vas-y. De TikTok. En fait, c'est marrant que les États-Unis se battent contre TikTok et alors indépendamment de la Chine, mais sur le caractère collecte des données privées. Quand eux, dans l'autre sens, ils ont des Facebook et ils ont aussi construit, d'un point de vue national, le plus gros réseau de collecte de données privées. On se rappelle de l'affaire Snowden et tout ça. Donc, si tu remets tout ça dans ce contexte-là, c'est aussi marrant de le voir comme ça du côté des États-Unis. C'est pas les États-Unis qui sont contre TikTok, hein, c'est Trump qui est contre. Non, mais il représente les États-Unis. Hein. Tu sais, c'est le gouvernement américain, qu'on l'aime ou pas, il est le gouvernement. C'est très géopolitique et c'est des décisions très, très politiques plus qu'autre chose, je pense. C'est certain, mais justement, c'est dans ce contexte que c'est intéressant de voir l'argumentaire de Tim Wu. Je crois qu'on a tendance à le perdre de vue parfois, cette idée que la Chine joue pas selon les mêmes règles. On parlait d'Apple tout à l'heure. La Chine joue pas selon les mêmes règles que le reste du monde, ou en tout cas que les pays occidentaux dans ce domaine-là. Et donc forcément, on n'est pas à égalité. Mais bon, on pourrait... Ça, c'est un autre débat complètement, mais c'est intéressant de le rappeler, je trouve. Et en fait, c'est juste que c'est un phénomène qui est très répandu depuis très longtemps. C'est peut-être que c'est le premier cas, en fait, ou la première app, le premier truc qui sort tellement de la Chine, qui prend une telle ampleur qu'on s'en rend compte maintenant. Je pense que c'est ça, en fait, TikTok. C'est possible, ouais. Possible. En tout cas, ça met certainement le focus sur cette question, ouais. Puisqu'on parle de politique, le Sénat américain, le comité de surveillance, pas de surveillance, mais d'information du Sénat américain, a conclu que c'était bien Poutine qui avait ordonné le hack du Parti démocrate en 2016 et la livraison, le fait d'avoir rendu public les emails de Hillary Clinton pour faire du mal à sa campagne. Donc voilà, si on se posait encore la question, même le Sénat américain a conclu que c'était bien Poutine qui avait ordonné le truc. Donc, a priori, ce qu'on en sait, c'est que ça vient de la Russie. À côté de ça, le combat entre Trump et la Chine semble être en train de porter un petit peu ses fruits, puisque Foxconn et Pegatron, qui sont des gros fondeurs et des constructeurs de puces, sont en train de penser à délocaliser encore plus leurs usines, mais ils vont pas aux États-Unis, ils pensent à aller au Mexique. Donc peut-être que la question du mur avec le Mexique, qui se pose encore parfois, se posera un petit peu moins. Mais tais-toi, Siri, je sais bien qu'il n'y a rien à redire. Oh, Siri me fatigue. Quoi d'autre Un sondage du Pew Research Center, qui est un organisme très sérieux, a conclu que 73% des adultes américains étaient soit d'une certaine manière convaincus que les sites de réseaux sociaux censuraient les vues politiques. Il y a 90% des républicains et 59% des démocrates qui sont d'accord pour dire que les réseaux sociaux censurent certaines vues politiques spécifiques. Moi, ça me terrifie parce que alors, il n'y a aucun doute qu'il y a un algorithme derrière et qui va choisir les infos que vous voyez. Mais entre ça et dire il censure intentionnellement certaines vues politiques, ça a des conséquences sur la manière dont on croit à ce qu'on voit sur Internet de manière... Complotiste, ça y est, hein, c'est... Quand tu connais aussi la stat que plus de 50% des Américains ne s'informent que via Facebook ou Twitter, tu peux te dire que... En même temps, tu sais, je me demande quelle serait la quantité chez nous, hein.
pense Ah qu'il y a oui, oui, beaucoup non, de gens pardon, qui c'est parce que sont. j'ai la stat américaine, mais c'est pareil, Ça doit être c'est pareil pareil. partout. Mais tu vois, c'est dingue. Du coup, on se dit, bon, j'extrapole un tout petit peu, mais 73% des Américains sont convaincus que les réseaux sociaux censurent certaines opinions politiques, mais continuent à s'informer, en grande partie au moins, sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, je sais pas, moi, je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je pense pas qu'il y ait une censure intentionnelle de telle ou telle opinion. Mais bon. Tiens, puisqu'on parle de censure, est-ce que vous connaissez QAnon? Eh Pas du bien, tout. depuis que j'ai lu tes notes, oui. Alors, peut-être que si je vous parle de Pizzagate, ça va un peu plus vous parler. Vous savez ce que c'est le Pizzagate? Et oui, je savais pas que c'était lié à ça, mais oui, oui, on s'en souvient. Ouais, et ben QAnon, en fait, c'est la suite de Pizzagate. Pizzagate, c'était ce scandale, cette théorie du complot qui voulait que, justement, Hillary Clinton ait été liée à un cercle de pédophilie qui opérait depuis une pizza new-yorkaise. Et la pizza a été attaquée suite à ça. La pizzeria, pardon, pas la pizza, mais la pizzeria a été attaquée. Évidemment, il n'y avait rien dans cette pizzeria, mais la théorie a continué à se développer par une personne qui s'appelle, enfin une personne anonyme qui s'appelait QAnon et qui s'est transformée en fait en un mouvement qui voudrait que il y ait des vastes organismes de trafic d'enfants contre lesquels le gouvernement ne fait rien. C'est assez lié à la mouvance de Donald Trump, comme on pourrait s'en douter, mais ça commence à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Facebook se bat contre la diffusion de ces informations. C'est une des campagnes les plus actives qu'ils ont. Ils ont effacé des centaines de groupes, de pages, etc. Ce n'est pas les seuls, hein. D'autres font ça aussi. Mais c'est vraiment assez fascinant de voir à quel point ça a continué à croître. Et il y a des théories complètement vagues qui servent en fait à vrai dire, j'allais dire, qui servent à recruter des gens pour d'autres idéologies politiques. D'une certaine manière, oui. Et souvent, c'est des idéologies intolérantes. Mais c'est pas que ça. C'est juste aussi des gens qui ont créé cette idée qu'il y a. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de trafic d'enfants et de trafic d'humains. Évidemment que ça existe. Mais ils utilisent cette idée pour dire les médias parlent de Covid-19, les médias parlent de la Chine, et ils ne parlent pas du vrai problème qui est cette vague de trafic d'enfants, et nos enfants sont enlevés et capturés et transformés en esclaves sexuels, enfin toutes ces choses absolument ignobles, qui n'ont aucune base de réalité, et ça date pas d'hier, les théories du complot, mais là, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Donc, QAnon non plus, ça date pas d'hier, mais ça continue à augmenter. Ils ont pris d'assaut un hashtag qui était Save the Children, qui avait un autre but. Et ils l'ont pris d'assaut, ils sont insérés dans des manifestations sur le sujet, avec des slogans complètement bizarres. Enfin bref, je voulais le mentionner parce que c'est un truc qui est en train de prendre de l'ampleur et c'est lié aux conspirationnistes contre Bill Gates, la 5G, le coronavirus, enfin tout ça. C'est fascinant. C'est-à-dire que je, enfin, ça va jamais s'arrêter et à chaque fois, ça prend une ampleur. Tu crois que tu as atteint les sommets et tu découvres des trucs comme ça qui sont hallucinants. Et surtout, enfin, du coup, je suis allée un peu regarder un peu tous les articles sur le sujet et leur Twitter et tout, parce que je trouvais ça intéressant, effectivement, comme sujet. Ils sont très malins, parce qu'au départ, ils amènent les gens en disant, grosso modo, est-ce que tu es contre la pédophilie et contre le trafic d'enfants? Bah oui, effectivement, je suis plutôt contre. Save the children, oui, sauvons nos enfants, ok. Et après, ça t'amène sur, eh bien maintenant, tu vas voir, c'est Bill Gates, c'est Hillary Clinton, etc. Et c'est tous les gens du pouvoir qui ont organisé tout ça, et c'est les gens de pouvoir qui sont derrière tout ça et qui mènent le monde. Alors, le fil conducteur est assez incroyable, et t'amène sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir au départ avec qui est le trafic d'enfants, effectivement, qui est une réalité, mais il t'emmène complètement sur des sujets complètement absurdes et des complots complètement absurdes, mais ils t'ont d'abord hameçonné avec ce sujet de Save the Children. Le truc est malheureusement plutôt malin pour hameçonner les gens.
Si l'article vous intéresse, je le mettrai justement dans la newsletter que j'enverrai début septembre. C'est effectivement assez intéressant à lire. Je mettrai l'article donc dans la newsletter. Si vous voulez un petit peu plus de, je ne sais pas si j'allais dire d'optimisme, ou de préparation en tout cas, il semblerait que Facebook soit en train de se préparer à utiliser un kill switch, à créer un kill switch, donc un moyen d'arrêter toutes les publicités politiques après l'élection. L'idée étant que si Donald Trump essaye de contester les résultats de l'élection, il puisse facilement désactiver toutes les publicités politiques. L'idée étant évidemment que si Donald Trump et le Parti des Républicains perdent les élections, ce qui n'est pas garanti, et qu'ils essayent en fait je sais pas, de fomenter une sorte de révolte qui peut s'avérer effectivement dangereuse pour la démocratie. Et on n'est pas à ça près avec Donald Trump, ou en tout cas, on n'est pas si loin de ça aujourd'hui avec Donald Trump. Et ils pourraient au moins chez eux, pour Facebook, se dire on coupe tout et il n'y a plus de publicité politique. Et comme ils seraient forcément qualifiés de publicité politique, ça arrêterait pas tout, mais ça arrêterait au moins les pubs politiques. Sachant qu'ils doivent déjà l'avoir pour d'autres pays, cette fonctionnalité-là. C'est sans doute le cas. J'imagine que c'est pas super simple à implémenter, mais ils ont fricoté avec le Myanmar et les Philippines par ailleurs, et ils sont pas toujours les derniers quand il s'agit de travailler avec des gens qui n'ont pas la démocratie comme préoccupation première. Donc oui, ils doivent savoir comment ça marche certainement. Est-ce que vous savez, vous avez peut-être là aussi vu les notes, mais est-ce que vous savez de combien a augmenté le cours de l'action des GAFAM ces 6 derniers mois, ou ces 7 derniers mois? Je te dis 37%, j'ai raison ou pas? Mais incroyable, 37%, tu es une génie de la bourse. 37%, mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le Standard & Poor's 500, les 500 actions les plus importantes du marché américain, ça a baissé de 6%, et si on prend uniquement les GAFAM, ça a augmenté de 37%. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont augmenté un petit peu, mais dans l'ensemble, 37%, c'est à mettre en 35% des 5 plus gros, 37% des 5 plus gros, c'est à mettre en parallèle de moins 6% pour les 500 plus gros. Donc évidemment, ça fait un petit peu... Je ne sais pas si ça fait peur, ou si c'est bien, ou si c'est... Je vais peut-être vous proposer une autre interprétation, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est facile, tu prends Amazon, ils ont cartonné sur les livraisons pendant la crise sanitaire, tu prends Microsoft, ils ont cartonné avec Teams. Donc, en fait, c'est des entreprises qui avaient déjà les propositions qui ont explosé pendant cette période-là. Donc, pour moi, ça s'explique bien. Apple, c'est Apple, ils continuent leur croissance, malgré tout. L'action à $500 là. Ils n'arrêtent pas de vendre. Voilà. Et Facebook, écoute, tous ceux qui étaient au chômage partiel, ils avaient du temps à perdre, donc ils ont fait. Ouais. En fait, oui, tu as assez bien résumé ce que moi j'en pense au final. C'est que je l'ai entendu dans un autre podcast et j'ai trouvé ça très très juste. Imaginez la même crise du coronavirus sans les sociétés tech. Alors évidemment, il n'y a pas que les GAFAM, mais c'est caractéristique, c'est symptomatique. Imaginez la même crise, mais d'une part, nous, on aurait perdu la boule, et puis déjà que l'économie n'est pas à sa meilleure forme, imaginez ce que ça aurait été sans tous ces outils tech. Donc effectivement, je crois que tu as raison, Christophe, ça reflète en fait la réalité de la situation, qui est que leur valeur dans le monde d'aujourd'hui a augmenté, et de manière spectaculaire, 37% sur l'ensemble des 5 boîtes. Mais bon, est-ce que ensuite ça veut dire qu'ils ont trop de pouvoir? Je crois que la question du pouvoir se pose de plus en plus, et avec raison, parce qu'aujourd'hui, quand on pense à des gens comme Tim Cook ou comme Mark Zuckerberg ou des autres de ces leaders, qui peut leur dire ce qu'il faut faire, quoi? Enfin, si, il y a les tribunaux, encore heureux, mais oui, si, il y a les tribunaux. Donc... indépendamment du pouvoir, il y a qui d'autre a des propositions de valeur. Tu sais, c'est dans ces situations-là de crise où tu peux faire des percées ou mettre en place des nouvelles économies, des nouvelles propositions de produits de valeur.
Mais Moi, je me j'ai pas demande si l'impression c'est qu'il y ait de possible grosses aujourd'hui. choses qui sont sorties. Oui, c'est ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes choses qui sont sorties, indépendamment de ces grands-là qui étaient déjà en place, qui ont juste, en fait, C'est ça. continué à avancer avec la proposition qu'ils avaient déjà. Et qui, Je pour crois des que actionnaires, c'était quand même des grosses boîtes avec, on le sait, des reins quand même plutôt très solides et qui sont du coup des valeurs sûres quand il faut investir quelque part. C'est sûr aussi, oui, ça joue. Si tu veux, tu vas peut-être pas forcément. Le truc qui est sorti quand même, c'est Zoom, dont on disait beaucoup de mal au début du confinement et qui finalement a réussi à vachement bien mener sa barque et à se transformer en l'option de téléconférence par défaut. Il y a plein de gens qui l'utilisent encore et qui était peut-être ce petit outsider, ceux qui ont investi dans Zoom il y a 8 mois, je pense qu'ils se portent bien aujourd'hui. Mais, euh, C'est mais vrai. c'est le seul, quoi. C'est le seul qui est sorti. Autant, moi, je suis complètement d'accord pour dire que quand même, il y a sur Internet et dans la tech énormément de possibilités pour créer ta valeur, même quand il y a des grands existants. Tu vois, on n'est plus à l'époque où il y avait des investissements matériels forcément énormes, comme, je sais pas, quand il y avait des questions d'infrastructures de communication avec les grands des télécoms ou les fabricants automobiles ou ce genre de choses, ou même IBM à l'époque. Mais quand même, quoi. Oui, c'est possible, mais je trouve que c'est de moins en moins possible, tellement ils ont tous la main mise sur tout, quoi. Ils ont tous les marchés dans tous les domaines. Donc l'idée qu'il est facile d'entrer en compétition avec eux, oui, mais aujourd'hui. Avant, il y a quelques années, je vous aurais dit, ah bah oui, bien sûr, il est possible d'entrer en compétition. Aujourd'hui, c'est un peu genre, comment dire, je dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est pas évident, quoi. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, n'est-ce pas? Enfin, Teams, Microsoft est arrivé. Enfin, oui, ça reste Microsoft, Ah bah j'aime c'est bien, mais Microsoft, tu te reposes sur tout ton poids que tu avais avant. bon, en même temps, ils avaient Google en face qui fait un peu n'importe quoi avec Hangouts et Meet et tout ça, donc c'est vrai qu'ils avaient de la place. Ah ouais, ils avaient de la place. Et comme tu le disais, c'est toi qui le faisais remarquer. Quel autre, à l'occasion de cette crise, quel autre acteur de la tech a vraiment réussi à émerger, à part Zoom, qui a fait un travail Netflix, incroyable? je pense, mais Ah mais Netflix, ils étaient déjà sont là, pas. ils existaient déjà. Et c'est pas un des gros comme eux, Les tu vois. autres aussi, c'était déjà là. Ouais, bah oui. Mais je veux dire, Netflix, ça a pas modifié leur trajectoire, tu vois. Nous, ce dont on parle, c'est des Oui, bien petites sûr. startups qui se sont... Peut-être que ça arrivera encore, mais non, ceux qui ont bénéficié, c'est comme tu disais, Amazon qui s'est mis à livrer partout, Microsoft avec Teams qui a pris une certaine part de marché, Facebook qui a occupé les gens, enfin bon. T'oublies Ouais, Coude. Et Coude, bien sûr, vers On laquelle n'est pas tous les parents se sont mais, tournés. mais on a été pas mal là en atelier en ligne pour les enfants. J'allais C'est vrai, dire, ouais, ça vous a... la partie Ouais. EdTech, ouais, ça a dû y avoir des choses intéressantes de s'y regarder. Alors, c'est peut-être pas dans ces proportions-là, je pense, mais il y a des choses qui ont dû se passer dessus. Est-ce que En vous tout avez cas, senti, vous, une la opportunité transformation que... numérique de l'éducation et c'est beaucoup accéléré. Ça, c'est une certitude. Ouais. Est-ce que vous en avez, pour le coup, bon, je ne vais pas dire profiter, mais profiter d'une certaine manière de cette opportunité pour, je ne sais pas, vous faire plus connaître, vous diffuser un peu plus? Ça a changé notre trajectoire. À la base, on voulait vraiment plutôt former les enseignants. C'était notre stratégie pendant, à la base, voilà, avec le confinement, on n'a pas pu, mais du coup, on allait directement vers les enfants en ligne. Ce qu'on voulait faire plus tard, on l'a fait plus tôt. Donc ça a changé notre trajectoire et effectivement, ça a accéléré les choses puisque les enfants étaient chez eux seuls et les parents désespérés. Donc quand on proposait des ateliers en ligne, forcément, ça a aidé. Donc, et comme le disait Christophe, beaucoup de startups dans la EdTech en ont entre guillemets bénéficié, en tout cas pour accélérer ce secteur-là qui était très en retard au final. Donc bon. Clair. Bon, écoute, coude.fr pour plus d'informations. On en reparlera dans juste un instant. Je voudrais juste parler de vraie tech pendant une seconde. C'était un Celle qu'on peut épisode toucher. très politique, celle qu'on peut toucher, oui, celle qui fait vibrer nos cœurs de geeks. C'est marrant, je le dis régulièrement depuis quelques mois, mais moi, quand j'ai commencé le rendez-vous tech, je parlais de smartphones. Bon, là, on a parlé d'Apple, mais je parlais des nouveaux appareils photo, des nouveaux processeurs, et maintenant, je me retrouve à parler de géopolitique. C'est intéressant aussi, hein, j'adore, et je pense que c'est important, mais c'est plus tout à fait la même teneur, et je suis vraiment flatté que tellement de gens continuent à écouter l'émission, parce que je me dirais c'est peut-être un sujet un petit peu plus chiant, mais les gens écoutent, donc on doit faire un truc bien et le rendre intéressant, j'espère. Mais il n'empêche, quand Google, on commence à avoir des petites informations sur le Pixel 5, eh ben on en parle aussi.
et le Pixel 5 devrait arriver cet automne. Et d'après les sources qu'on a, ça serait un écran de 6 pouces, 90 Hz d'affichage, un Snapdragon 765G, donc qui ferait la 5G, 2 caméras à l'arrière, dont une ultra-wide, et un capteur d'empreinte digitale sur l'arrière, comme sur les modèles précédents. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est que l'écran à l'avant est sur toute la surface de l'appareil, sauf un petit poinçon en haut à gauche, si je ne m'abuse, pour la caméra faciale. Mais par contre, on dit au revoir au système Soli, qui avait été introduit avec le Pixel 4 et qui était, vous savez, ce système qui ressemblait un petit peu au Kinect de Microsoft, c'était la même société d'ailleurs, qui était le système qui permettait de reconnaître votre visage d'une part, comme sur iPhone avec Face ID, mais aussi de contrôler le téléphone avec la main sans le toucher. Et bien ça, 1 an après, ça disparaît. D'après ce qu'on semble voir, ça a l'air d'être confirmé, ça disparaît, ils en parlent plus. Donc le système Soli qui était annoncé avec grand renfort de triomphalisme et d'innovation, il disparaît 1 an après. Je suis quand même surpris, moi, que ça disparaisse aussi vite, quoi. Christophe, je sais pas si ça... Mais non, c'est normal. Attends, ils sont pragmatiques, Google, ils ont compris. À partir de la rentrée, tout le monde va porter des masques. Du coup, ça ne peut plus marcher, ces systèmes-là. La reconnaissance faciale ne marche plus. Attends, ça marche mieux que Face ID. Ça marche avec les mains, tu sais, tu peux contrôler en passant ta main au-dessus du téléphone. Donc, c'est pas que pour les masques. Non, mais qui se sert de ça, franchement, quand tu as ton téléphone entre les mains, J'avais eu ça sur un vieux téléphone, je sais plus quel c'était, un Samsung quelconque. Oui, c'était pas les premiers à le faire, mais ils le faisaient de manière plus sophistiquée normalement. Mais jamais tu te sers de ça. Tu fais pas du contrôle à la main à distance sur ton téléphone. Le cas d'usage est bizarre. La reconnaissance faciale qu'ils n'y arrivent pas, je sais pas si c'est vraiment qu'ils n'y arrivent pas, ou si c'est plutôt qu'ils se recentrent avec les pixels sur un milieu de gamme un peu plus abordable, comme ils auraient pu le faire avant. On parle souvent des Nexus qu'ils ont abandonné. Beaucoup de gens pleurent le positionnement des pixels. C'est peut-être aussi un enjeu de coût d'intégration. C'est sûrement des capteurs qui coûtent assez cher, je pense. Et peut-être que l'usage n'était pas ouf. Peut-être qu'ils n'en vendaient pas non plus. Je le vois plutôt comme ça. Oui, d'ailleurs, ils ont arrêté les Pixel 4 étonnamment vite, 8 mois après leur lancement. Mais oui, peut-être qu'effectivement, il y a une question de combinaison entre l'usage et le coût. L'usage s'est trouvé... c'est bien qu'ils aient essayé, je plaisante un peu, mais c'est bien qu'on essaye ce genre de choses. Il s'est trouvé que l'usage n'était pas là. C'est peut-être pas plus mal de s'arrêter tout de suite plutôt que d'essayer de pousser inutilement et d'augmenter le prix des téléphones. La reconnaissance faciale, c'est quand même pratique pour déverrouiller. Moi, je le vois sur le PC là, avec les caméras Windows Hello. C'est quand même très bien. C'est sûrement le contrôle à la main qui est plutôt... C'est là-dessus que je suis très dubitatif sur l'usage. Ouais. Le problème avec la reconnaissance faciale de ce type-là, et sur un ordinateur non portable, ça pose moins de problèmes, c'est que généralement, tu peux le contrer avec une simple photo de la personne, parce que c'est de la reconnaissance simplement à plat. Tu vois, donc c'est moins développé que le Soli ou le Face ID. Donc, au niveau sécurité... Ah non, les caméras Windows Hello, tu as un balayage comme tu peux avoir dans les Kinect. Tu as une caméra... Ah d'accord. Alors peut-être qu'il y en a certaines, parce que moi, avec ma webcam toute bête, je pouvais l'activer aussi, et ça me permettait de le faire, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il y a un système qui permet... Quand c'est labellisé Windows Hello, tu as un balayage 3D. C'est pas uniquement... il me semble. Alors peut-être que... Enfin, faut vérifier, mais je sais que j'avais un... Du coup. Comment ? Non, j'ai changé de PC il n'y a pas longtemps et le précédent avait une webcam aussi, mais qui ne me permettait pas ça. Et celui-là, là. Et en fait, ça clignote et j'ai du balayage, je le vois en fait sur la caméra. Alors, est-ce que c'est généralisé ? Je ne saurais pas te dire. Mais... Ok, peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Mais donc, si c'est comme ça, très bien. Effectivement, il faudra que, avec mon nouveau PC, je fasse ça également. Bon, écoutez, on est à la fin de cet épisode. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je remercie Gaël et Christophe de m'avoir accompagné. Avant de se quitter, évidemment, Gaël, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur Coude et sur ce que tu fais ? Écoute, nous, c'est la rentrée scolaire qui arrive. Donc, on peut me retrouver sur Twitter @coude_fr ou sur la page Facebook
ou sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux que vous imaginez, sauf TikTok pour l'instant. On n'est pas sur TikTok, j'avoue. Voilà, ou à GM Girardot aussi sur Twitter. Et puis voilà, on va continuer à éduquer au numérique toutes nos jeunes. Et puis on va peut-être même passer aux adultes parce que on sent bien qu'il y a un en ce moment. Voilà. Super, bah écoute, on suivra ça avec attention. Christophe, où peut-on te retrouver, toi ? Alors moi, principalement sur Twitter, vous allez me trouver à Chris Kamikas. Et après, sinon, c'est sur studiorenegade.fr, où tous les mercredis soirs, globalement, je suis dans une émission chez eux. Donc ça dépend des mercredis. Soit c'est Beats, où on parle de la tech aussi, soit c'est Retro Gaming Gross, où on parle de rétro gaming, soit c'est une nouvelle émission qu'on a lancée avec mon compère, que Bertrand a lancée même, sur la French Tech, qu'on a appelée la Fresh Tech, où on invite des startups pour nous parler de leurs propositions de valeur là-dessus. Voilà. Ah, super, c'est sur Studio Renegade et on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pourrez retrouver tous les liens sur notepatrick.com, tout comme vous retrouverez le lien pour vous inscrire à la newsletter sur notepatrick.com, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, c'est patreon.com/rdvtech pour soutenir le Rendez-vous Tech et avoir des petits bonus sympathiques. Je vous remercie tous si vous décidez de faire cette bonne action et de me permettre de continuer à produire l'émission. Je vous fais de grosses bises à tous et je vous donne rendez-vous dans le Rendez-vous Jeu cette semaine et dans le Rendez-vous Tech la semaine prochaine. Ciao à tous! Tenet. Christopher Nolan, le réalisateur visionnaire de la trilogie Dark Knight et Inception, réinvente une fois de plus le genre avec Tenet. Voyage temporel ? Non, inversion. Tenet, à vivre actuellement au cinéma.